Ces derniers mois, les gros titres sur P. Diddy ont régulièrement été négatifs, si bien que beaucoup de gens ont remarqué que Diddy était, pour le dire gentiment, une personne très douteuse. Pourtant, depuis le début de sa carrière, il y a eu de nombreuses controverses qui ont toujours été balayées sous le tapis, car Diddy serait responsable de la destruction de dizaines d'existences et de la perte de nombreuses vies humaines. C'est pourquoi je me suis assis pendant des jours, j'ai parcouru la moitié d'Internet à la recherche d'informations sur les machinations de Diddy, et j'ai malheureusement dû constater que Diddy avait plus d'un cadavre dans le placard. C'est pourquoi nous examinons aujourd'hui les machinations de Diddy. N'oubliez pas d'aimer et de commenter, et amusez-vous bien avec la vidéo. Pour mieux comprendre Diddy, intéressons-nous d'abord à la vie de son père. Melvin Combs est né le 15 avril 1938 à Harlem, New York. Il a d'abord mené une vie normale, a été bon à l'école et s'est engagé dans l'armée après avoir obtenu son diplôme, où il a servi pendant des années pendant la guerre du Vietnam. Il espérait ainsi trouver rapidement un emploi après son service militaire. Mais lorsqu'il retourna à Harlem à la fin des années 60, la réalité était bien différente. En effet, l'épidémie d'héroïne s'était déclarée entre-temps et il y avait plus de chômeurs que jamais, si bien que Melvin ne trouva pas de travail pendant des mois. L'épidémie était si grave que tous ses anciens amis étaient soit héroïnomanes, soit vendeurs de cette drogue. Melvin se mit donc lui aussi à vendre de la drogue. Et comme il connaissait les bonnes personnes, il est rapidement devenu un gros bonnet. Selon certaines rumeurs, il aurait été pendant un certain temps le bras droit d'un caïd new-yorkais légendaire nommé Nicky Barnes, qui faisait même des affaires avec la mafia italienne. Melvin était également très ami avec Frank Lucas, que vous devriez tous connaître grâce au film American Gangster. Il faisait régulièrement des affaires avec lui, bien qu'il soit beaucoup plus jeune que tous les autres. Frank Lucas avait par exemple 8 ans de plus que lui, ce qui montre que Melvin devait être un type très coriace pour pouvoir tenir tête à des hommes plus âgés que lui. Alors que Melvin était actif dans les rues, il a rencontré à la fin des années 60 une jeune mannequin nommée Janice, qu'il a épousée et avec qui il a eu son premier enfant le 4 novembre 1969, Sean Combs, alias P. Diddy, qui est devenu quelques années plus tard l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'industrie musicale. Diddy est donc né dans le milieu criminel et son père l'emmenait partout avec lui. Frank Lucas a même déclaré un jour dans une interview avec DJ Vlad qu'il avait rencontré Diddy alors qu'il était encore un petit enfant, car le père et la mère de Diddy l'avaient souvent ramené chez lui, chez Frank. We were good friends. We did a lot of business together. I met Sean Combs. I met him when he was a little boy. He used to come over to my house. His daddy used to bring him over my house. Comme Melvin gagnait beaucoup d'argent illégalement, Diddy ne manquait de rien, et il a même acheté une maison en dehors du ghetto en 1971 pour que Diddy grandisse dans un meilleur environnement. Mais malheureusement, l'argent illégal avait aussi ses inconvénients, comme on l'a découvert la même année, et l'histoire devient alors de plus en plus sombre. Au début des années 70, Melvin avait déjà monté sa propre affaire et faisait très souvent des affaires avec un contrebandier nommé Willie Abraham, qui avait derrière lui une énorme bande de malfrats très violents. Jusqu'à ce qu'un deal tourne mal. Fin 1971, Melvin est arrêté en possession d'une grande quantité d'héroïne et de 45 000 $ en espèces. Il est libéré après avoir payé une caution. Mais selon certaines rumeurs, il aurait coopéré avec la police à partir de ce moment-là. C'est pourquoi plusieurs maisons de ses partenaires commerciaux ont été perquisitionnées, et ils ont également été surveillés par Melvin et parfois arrêtés. L'une des personnes arrêtées sur la base des prétendues déclarations de Melvin était Willie Abraham, que nous avons déjà mentionné. En effet, sur la base de la déclaration du père de Diddy, il était sous surveillance et a été vu entrant dans une maison du Bronx avec une femme et un homme nommé Walter Grant, avec des sacs et des sacs vides, et quittant la maison peu de temps après avec des sacs bien remplis. La police est donc intervenue et a trouvé plusieurs kilos d'héroïne et des milliers de dollars dans les sacs, ce qui a conduit à l'arrestation des 3 hommes. Le 28 décembre, ils ont été inculpés et la caution a été fixée, qu'ils ont payé le jour même, c'est pourquoi ils ont été libérés jusqu'au procès. Comme la rumeur s'est rapidement répandue que Melvin aurait collaboré avec la police. Melvin s'est retrouvé sur la liste des personnes à abattre dès la libération de Willie, sans le savoir. C'est pourquoi Melvin a continué à faire ses affaires et a été attiré dans un guet-apens un mois plus tard. Le 26 janvier 1972, Melvin a très probablement été appelé à Central Park par Willie lui-même ou par un membre de son équipe pour conclure un marché. Melvin se rendit donc au point de rendez-vous et attendit un certain temps l'arrivée de Walter Grant, qui avait été arrêté un mois plus tôt en même temps que Willie. Par vengeance, Walter tira plusieurs fois sur Melvin, qui n'avait alors que 33 ans, et le tua sur le coup. Walter réussit à s'échapper sans laisser de traces. Mais en surveillant les appels téléphoniques, la police a pu déterminer que Walter Grant était le coupable.
Il a donc été condamné à la prison à vie, tout comme Willie et 8 autres membres de son équipe, notamment pour le meurtre de Melvin et le trafic de drogue à grande échelle. Du jour au lendemain, P. Diddy s'est retrouvé orphelin de père. Selon les déclarations de Diddy, il a malgré tout eu une très belle enfance. Il vivait dans une très grande maison et fréquentait une école catholique pour garçons, où les filles n'étaient pas autorisées. Et selon les déclarations de Diddy, sa mère avait 3 emplois pour pouvoir tout payer. Cependant, de nombreuses rumeurs circulent sur les forums et dans des vidéos affirmant que sa mère aurait continué à fréquenter des gangsters et aurait même travaillé dans le milieu de la prostitution. Malgré de longues recherches, je n'ai pas pu trouver de preuves tangibles ni de déclarations de personnes proches de Diddy pour étayer ces rumeurs. Je tiens à le souligner encore une fois, mais je tenais à mentionner cette rumeur, car je pense qu'elle pourrait expliquer pourquoi sa mère avait autant d'argent. Et si Diddy a dû vivre une telle chose dans son enfance, comme le prétendent toutes ces rumeurs, cela expliquerait un peu mieux son comportement actuel. Bon. En 1987, Diddy a commencé ses études à l'université, où il a commencé à organiser ses premières fêtes. C'est ainsi qu'il a fait la connaissance du rappeur Heavy D, qui avait signé en 1989 chez un label appelé Uptown Records. Comme Diddy s'intéressait de plus en plus à l'industrie musicale à travers ses soirées, Heavy D l'a emmené à Washington DC, où se trouvait le siège d'Uptown Records, et l'a présenté au patron du label, Andrew Harrell, qui a proposé à Diddy un stage chez eux. Pour cela, il a dû faire 2 fois par semaine un trajet de 8 heures aller-retour jusqu'à Washington pendant des mois, jusqu'à ce qu'Andrew lui propose un emploi à temps plein que Diddy a accepté. Ce fut son premier pas dans l'industrie musicale. Mais les débuts de la carrière de Diddy ont été controversés. En décembre 1991, Diddy a organisé avec Heavy D un événement caritatif auquel de nombreuses stars ont été invitées, si bien que beaucoup de gens voulaient y assister. Mais Diddy a sous-estimé l'affluence et n'a engagé que la moitié des forces de sécurité recommandées pour l'événement. La salle de sport pouvait accueillir 1750 personnes, mais dès le début de la manifestation, plus de 2000 personnes se tenaient devant la salle et leur nombre ne cessait d'augmenter, jusqu'à ce qu'il y en ait plus de 5000. Lorsque la salle fut pleine et que plus personne ne fut admis à l'intérieur, les gens devant la salle devinrent de plus en plus agités. Puis, vers 19 h, lorsque LL Cool J apparut avec Mike Tyson, la foule devint complètement folle. La foule devenant de plus en plus agressive, Diddy et sa manager de l'époque se rendirent à l'entrée du hall du gymnase pour enlever la caisse au cas où la situation dégénérerait. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'une horde de personnes a enfoncé la porte du hall et a tenté d'accéder au gymnase. Diddy et sa manager se sont alors enfuis du hall pour se réfugier dans le gymnase et ont verrouillé la seule porte qui menait au gymnase et qui n'était pas fermée à clé. Ainsi, la seule sortie encore ouverte depuis le hall était l'entrée, par laquelle de plus en plus de personnes se pressaient, de sorte que tout le monde s'est retrouvé coincé en très peu de temps. Des témoins ont rapporté qu'il y avait tellement de monde qu'on pouvait à peine respirer. Et c'est ainsi que les premières personnes se sont évanouies et sont tombées par terre, où certaines ont été piétinées à mort. Il a fallu plus de 15 minutes aux agents de sécurité pour ouvrir les portes verrouillées et permettre aux gens de s'échapper lentement. À ce moment-là, 3 personnes avaient déjà perdu la vie, et les invités présents dans la salle de sport aidaient les blessés sans savoir ce qui s'était passé. Puis, dans toute cette confusion, un homme a été poussé à travers une vitre, ce qui a provoqué une très forte détonation. Le bruit a fait croire à certains spectateurs qu'il s'agissait de coups de feu, ce qui a provoqué une nouvelle panique. De nombreuses personnes marchant sur les personnes déjà à terre. 9 personnes âgées de 15 à 28 ans ont perdu la vie à la fin de la manifestation. Cet événement a été si tragique que même le maire de l'époque, David Dinkins, a publié une déclaration de 67 pages intitulée « Défaillance de la responsabilité ». Il y écrit que Diddy et son équipe étaient trop inexpérimentés pour organiser un événement d'une telle ampleur et que cette tragédie aurait pu être évitée. Après cette déclaration, Diddy et son équipe ont été poursuivis en justice et, après des années de litige, Diddy a dû payer 750 000 $ de dommages et intérêts en 2000. Mais même un scandale d'une telle ampleur, qui a coûté la vie à plusieurs personnes, n'a pas empêché Diddy de continuer à se développer. Car son patron, André Harrell, lui a tenu bon malgré toute la presse négative, si bien que Diddy a continué à travailler et a fait en sorte que Biggie Smalls et Craig Mack obtiennent un contrat chez Uptown Records, où ils ont tous deux connu un grand succès, et ce malgré le jeune âge de Diddy. Et c'est à partir de là que les rumeurs ont commencé. Selon la chanteuse Jaguar Wright, qui fait partie de l'industrie musicale depuis les années 90 et a travaillé avec des grands noms du hip-hop comme Jay-Z, Diddy aurait rejoint un groupe qui profite de son pouvoir en coulisses en signant avec le label Uptown Records
d'André Harrell. En effet, tout comme Diddy a été pris sous l'aile d'André Harrell, ce dernier, alors âgé d'une vingtaine d'années, a lui-même été découvert et formé par l'un des hommes les plus prospères de l'industrie musicale, Clive Davis. Et Clive Davis est l'un des premiers hommes de l'industrie musicale à avoir déclaré publiquement qu'il aimait les deux sexes. Selon les déclarations de Jaguar Wright, Clive Davis et André Harrell auraient eu une liaison, ce qui a permis à André de créer son propre label de musique en 1985 à l'âge de 26 ans seulement. Et c'est exactement ce qui se serait passé avec Diddy. En effet, en 1993, Diddy et André Harrell se sont disputés, si bien que Diddy a été licencié par Uptown Records. Et selon les rumeurs, la dispute aurait éclaté parce que Diddy avait également eu une liaison avec Clive Davis. C'est pourquoi, 2 semaines seulement après avoir été licencié par André Harrell, Diddy a obtenu son propre sous-label chez le label de Clive Davis, Arista Records. C'est ainsi que Bad Boy Records est né, même si la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu ce nom. Avec Clive Davis à ses côtés, Diddy avait l'un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale derrière lui. Car Clive est un pilier de l'industrie depuis les années 60 et a travaillé avec toutes les mégastars que vous pouvez imaginer. Il a ainsi remporté 5 Grammy Awards et a même été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, bien qu'il ne soit pas un artiste. Clive Davis a même fait en sorte que Biggie et Craig Mack soient licenciés d'Uptown Records pour qu'ils puissent signer chez Bad Boy Records. Plus rien ne s'opposait alors à la success story de Diddy. En 1994, l'album de Craig Mack et le légendaire premier album de Biggie ont été publiés par Bad Boy Records, qui ont tous deux connu un succès relatif. Diddy s'est donc mis à la recherche de nouveaux talents et est ainsi entré en contact avec un artiste de 15 ans nommé Usher. Usher faisait déjà partie à l'âge de 10 ans d'un groupe de R&B appelé New Beginnings. À l'âge de 13 ans, il a été découvert par un certain L.A. Reid qui l'a fait signer chez LaFace Records. Comme Bad Boy Records, LaFace Records était un sous-label d'Arista Records, le label de Clive Davis. Beaucoup affirment que c'est pour cette raison que Usher s'est retrouvé dans un environnement très malsain. Comme Diddy des années auparavant, mais à un âge encore beaucoup plus jeune. Lorsque Usher a signé chez LaFace, ils ont travaillé pendant des mois sur le premier album d'Usher. Mais pendant l'enregistrement, Usher est entré lentement dans la puberté et a donc mué, de sorte qu'ils ont dû jeter toutes les chansons enregistrées et repartir de zéro. Comme L.A. Reid ne savait plus comment commercialiser Usher à partir de ce moment-là, il l'envoya à New York chez Diddy pour qu'il fasse partie de ce qu'on appelle le Flower Camp de Diddy, afin que ce dernier puisse faire d'Usher une star. Usher s'envola donc pour New York et vécut pendant une année entière avec Diddy. De 10 ans son aîné, à l'âge de 15 ans. Des années plus tard, Usher raconta dans le magazine Rolling Stone que cette période avait été la plus difficile de sa vie. Et c'est précisément à cause de telles déclarations que la rumeur recommença à circuler. En effet, chaque fois qu'on abordait le sujet du Puffy Flavor Camp avec Usher, on pouvait littéralement lire dans ses yeux qu'il n'aimait pas du tout se remémorer cette période, si bien que beaucoup ont affirmé que Diddy aurait pu faire quelque chose à Usher. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor Camp. Yeah, that's what it was called. Durante una fiesta en casa de Diddy, a la que también asistió Usher, Diddy concedió una pequeña entrevista en directo en la que dijo que se había despertado con Usher y que habían competido por los cereales cuando Usher tenía solo 10 años, hasta que Kevin Hart lo interrumpió. Over the Frosted Flakes, you know what I'm saying? Before pause was invented, you know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. And Yo, what the fuck did Puff just say? Nobody's gonna acknowledge this for me. Puff just said we used to wrestle over the Frosted Flakes, and we're streaming live. That was stupid. C'est précisément à cause de telles déclarations et scènes que la rumeur persiste encore aujourd'hui, selon laquelle Diddy aurait violé Usher. Mais ce ne sont que des théories sans aucune preuve tangible. Mais en 1994, une dispute dont Diddy aurait été l'un des cerveaux a déclenché les événements qui ont finalement conduit à la perte de deux des plus grands rappeurs de l'histoire, à savoir Tupac Shakur et Biggie Smalls. Now, it was this documentary that claimed, which we know wasn't true. Yeah, check this out. We don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. Après une dispute avec deux figures du milieu new-yorkais, Haitian Jack et Jimmy Henchman, Tupac a été agressé et blessé par balle en novembre 1994 dans le hall d'entrée des Squad Studios à New York. Comme Biggie Smalls,
et Diddy se trouvait dans le même bâtiment au même moment, Tupac a soupçonné qu'il avait été pris en embuscade. Un jour seulement après avoir été blessé par balle, Tupac a dû comparaître devant le tribunal, a été reconnu coupable et a été envoyé en prison sans avoir la possibilité de parler à Biggie ou à Diddy. Selon les déclarations de Tupac, il a été reconnu coupable, entre autres, de possession d'armes à feu en raison des armes de Biggie et de son équipe, de sorte que Pac aurait souhaité un peu de soutien de la part du bad boy. Mais au lieu de cela, Pac a été laissé seul en prison. When I got arrested in New York, I got arrested for Biggie. Them guns in my room was Biggie's guns because them cowards left the room when they heard the police was downstairs and everybody left their guns in my room. Serial numbers scratched out and I did not snitch. I took that case. So you can imagine how I feel when I'm in jail for that case. Et au lieu de soutenir Tupac, Diddy a sorti la chanson Who Shot Ya de Biggie, que tout le monde a bien sûr considéré comme une provocation envers Tupac. Bien que la chanson ait déjà été enregistrée avant que Pac ne soit abattu, le moment de sa sortie était tout sauf optimal pour Diddy. Pendant que Tupac était en prison, la rivalité entre Death Row et Bad Boy s'intensifia, ce qui conduisit Suge Knight à monter sur scène au Sorcerer Wars et à insulter publiquement Diddy pour la première fois. En septembre 1995, Suge et Diddy se rencontrèrent dans une boîte d'Atlanta et une altercation éclata au cours de laquelle un ami de Suge Knight, Big Jake, fut abattu par Wolf, le garde du corps de Diddy. Et c'est ainsi que la querelle entre Bad Boy et Death Row a tourné au bain de sang. Lorsque Suge paya la caution de Pac, celui-ci fut libéré de prison en septembre 1995 et intégra Death Row Records. Pac et Suge Knight étant tous deux en colère contre Bad Boy Records, le conflit s'intensifia de plus en plus. Lors d'une fête de Noël en décembre 1995, Marc Bell, l'ami de Diddy, fut alors pris à part par Suge, Pac et d'autres hommes et roué de coups. Selon le témoignage de Marc, Suge voulait savoir où Diddy et sa famille habitaient. D'après de très nombreux témoignages d'informateurs à la police, c'est à ce moment-là que Diddy a pris peur et a finalement voulu se défendre. C'est pourquoi il s'est rapproché du groupe adverse au gang de Suge Knight, les Crips, qui était censé le protéger à partir de ce moment-là. De plus, Diddy aurait offert une récompense de $5000 à quiconque leur apporterait une chaîne Death Row que Suge Knight ne donnait qu'aux personnes les plus proches. Et à partir de là, une petite guerre aurait éclaté. Après la sortie de la chanson Hit 'Em Up de Tupac, un groupe de Bloods lié à Suge Knight s'est affronté à un groupe de Crips lié à Diddy en juin 1996. Au cours de la bagarre, un membre des Crips du nom d'Orlando Anderson aurait tenté de retirer le collier de Trayvon Lane pour s'emparer de la récompense de $5000. Et Trayvon Lane est l'homme qui a reconnu Orlando Anderson à Las Vegas le 7 septembre, alors Pac a attaqué Orlando, sur quoi Tupac a été abattu peu de temps après. Au cours de l'enquête, une rumeur s'est rapidement répandue selon laquelle Diddy était le cerveau et, en plus des $5000 pour les chaînes Death Row, avait également offert une prime de $1 million pour Suge Knight et Tupac. En conséquence, des enquêtes ont été ouvertes contre, entre autres, l'oncle d'Orlando Anderson, Keffe D. En 2008, les activités de Keffe D ont ensuite été surveillées pendant des mois jusqu'à ce qu'ils attrapent Keffe avec tellement de drogue qu'il pouvait être mis en prison à vie. Au cours de l'observation, les membres de la famille de Keffe D ont également été arrêtés, alors Keffe a décidé de finalement parler et de confirmer de nombreuses rumeurs. Selon lui, il a rencontré Diddy en 1993 par l'intermédiaire d'un ami nommé Sip lors d'une fête. À partir de là, ils se sont vus de temps en temps et Diddy aurait même emprunté une des voitures de Keffe pour le clip d'Usher. C'est ainsi que Diddy a su que Keffe était un homme très respecté dans la rue. Et lorsque le conflit avec Death Row Records a éclaté et que celui-ci est devenu de plus en plus violent, Diddy a craint pour sa vie et a demandé de l'aide à Keffe car il voulait que Pac et Suge disparaissent enfin de la scène. Selon le témoignage de Keffe, Diddy lui aurait alors promis $1 million pour les tuer tous les deux, comme le disaient les rumeurs. Selon Keffe, cette offre et les événements de Las Vegas ont conduit à ce qu'Orlando tire sur Tupac. Sip était alors censé s'assurer qu'il recevrait l'argent promis par Diddy. Et une douzaine de personnes affirment encore aujourd'hui que Sip en a reçu au moins la moitié de Diddy, mais que ce dernier ne lui a rien donné. Bien sûr, Diddy a également été interrogé et nie toujours tout contact avec Keffe. Même si de très nombreux témoins affirment le contraire, il n'existe toujours pas une seule photo prouvant un contact entre Diddy et Keffe. Mais comme Keffe a parlé du crime dans des interviews pendant des années, il a été arrêté en 2023 et est jugé depuis. On ne sait toujours pas s'il va incriminer Diddy au tribunal. Mais la rumeur selon laquelle Diddy serait indirectement responsable de la mort de Tupac persiste à ce jour. Même si tu ne peux vraiment pas imaginer que Diddy soit une personne aussi peu scrupuleuse. Mais l'histoire suivante montre à nouveau que Diddy a un caractère sournois.
car en 1995, une dispute interne entre Diddy et Craig Mack, le premier artiste que Diddy ait jamais signé, a éclaté. Selon l'ancien garde du corps de Diddy, Gene Deal, Craig Mack avait un manager que Diddy ne pouvait pas contrôler, alors il a lancé un ultimatum à Craig. Soit Craig licencie son manager et engage un manager de Bad Boy Records, soit Diddy ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Mais Craig n'a pas licencié son manager, alors Diddy a arrêté tous les paiements pour Craig. Et comme Craig était lié contractuellement à Diddy, ce dernier s'assura que Craig ne puisse pas sortir son album fini pendant 3 ans. Le conflit entre les deux hommes devint si violent que Craig finit par s'asseoir à la table des négociations avec le plus grand ennemi de Diddy, Suge Knight. Craig Mack était censé être le premier artiste de Death Row, mais l'accord ne s'est jamais concrétisé parce que Diddy, bien sûr, ne voulait pas le laisser partir. Et Death Row Records s'est dissous un peu plus tard lorsque Suge Knight est allé en prison. Comme Craig Mack travaillait désormais avec les ennemis de Diddy, on dit que Craig a été menacé si souvent par Diddy et ses sbires qu'il ne quittait la maison qu'armé et craignait parfois pour sa vie. Ce n'est qu'en 1997 que Diddy l'a finalement laissé partir et que Craig a pu signer avec BMG. Mais tant de temps s'était écoulé que la carrière de Craig Mack ne pouvait plus être sauvée. Son deuxième album a été un échec et par conséquent, il n'a pas obtenu de contrat d'enregistrement pendant des années. Pour cette raison, Craig Mack a détesté Diddy et son entourage jusqu'à sa mort d'une insuffisance cardiaque en 2018 à l'âge de 47 ans. Cette action illustre une fois de plus que Diddy se fiche du sort de ses artistes et qu'il ne se préoccupe que d'une seule chose, à savoir l'argent. On a pu observer la même chose avec son artiste le plus lucratif, Biggie Smalls. Après le meurtre de Tupac, Biggie a régulièrement reçu des menaces de mort de Californie. C'est pourquoi il était censé éviter la côte ouest. Mais Diddy voulait juste continuer comme d'habitude et a même persuadé Biggie de voyager avec lui à Los Angeles pour les Soul Train Awards en 1997, 6 mois seulement après le meurtre de Tupac. Comme Biggie avait même une fracture à la cuisse à cette époque et que les menaces de mort augmentaient de jour en jour, Biggie voulait en fait rester à New York. Mais Diddy a finalement réussi à le persuader de prendre l'avion pour la Californie et d'assister à une cérémonie de remise de prix. L'événement s'est déroulé sans accroc et Biggie voulait retourner à l'aéroport immédiatement après le spectacle parce qu'il avait un rendez-vous avec la presse à Londres. Mais selon de nombreux témoins, Diddy voulait absolument que Biggie assiste à la soirée d'après-spectacle et a annulé le rendez-vous avec la presse à Londres. C'est pourquoi certains pensent que Biggie a peut-être été piégé par Diddy. Quoi qu'il en soit, ils se sont finalement rendus à la soirée d'après-spectacle contre la volonté de Biggie. Après la soirée, Biggie n'est monté dans la voiture qu'avec quelques amis, tandis que Diddy avait 3 gardes du corps dans sa voiture. Biggie se retrouva donc sans protection. Et, alors que la voiture de Diddy était séparée de celle de Biggie, une voiture apparut soudainement et tira plusieurs fois sur Biggie Smalls. Malheureusement, les balles le touchèrent mortellement et Biggie mourut en Californie. Normalement, un bon ami irait à l'hôpital avec Biggie après un tel incident et y resterait jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais Diddy s'envola de Californie pour San Diego 2 heures seulement après l'incident et disparut. Peut-être que Diddy craignait pour sa vie. Mais ce sont précisément des actions comme la sienne qui font que beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que Diddy a quelque chose à voir avec la mort de Biggie. Presque toutes les preuves suggèrent que Biggie a probablement perdu la vie à cause de Death Row Records. Mais je pense aussi que Diddy aurait dû s'assurer que Biggie ne prenne pas l'avion pour la Californie. Biggie n'aurait alors probablement pas perdu la vie. Au lieu de cela, il a utilisé la mort de Biggie à des fins promotionnelles et a même sorti une chanson pour Biggie qui est devenu le morceau le plus populaire de la carrière de Diddy, de sorte que Bad Boy Records était plus demandé que jamais malgré la mort de Biggie. L'histoire du succès s'est donc poursuivie. Après Biggie, Mase est devenu la nouvelle figure de proue de Bad Boy Records. À l'âge de 19 ans, Mase signa un contrat de $250 000 avec Diddy et sortit son premier album en octobre 1997, qui se vendit à plus de 5 millions d'exemplaires et connut un énorme succès. Mase aurait dû devenir multimillionnaire, mais son contrat avec Bad Boy stipulait qu'il avait cédé ses droits musicaux à Diddy pour la modique somme de $20 000, ce qui signifiait que Mase ne recevait pratiquement rien des revenus. Mais comme Mase était devenu l'un des artistes les plus recherchés de la scène, il a demandé à Diddy s'il pouvait racheter ses droits pour $2 millions. Mais une autre maison de disques européenne s'est également intéressée aux droits musicaux de Mase et a fait à Diddy une offre plus lucrative qu'il a acceptée. En conséquence, Mase ne possède toujours pas ses droits musicaux et doit attendre d'avoir 50 ans pour les récupérer. En partie à cause de cette action, Mase a annoncé en 1999 qu'il mettrait fin à sa carrière à l'âge de 21 ans. Il est devenu pasteur et s'est concentré sur la religion jusqu'à son retour 5 ans plus tard.
Mais comme Mace n'était toujours pas satisfait de Diddy, il a essayé de conclure de nouveaux contrats et 50 Cent était intéressé par la signature de Mace chez G-Unit Records. C'est pourquoi Mace a été vu avec le G-Unit pendant un certain temps. Mais juste avant que Mace ne signe, Diddy a exigé $2 millions de 50 Cent pour que Mace fasse légalement partie de G-Unit Records. Cela a fait échouer l'accord et a déclenché une dispute entre 50 Cent et P. Diddy. Mace a dû se battre pendant 13 ans avant que Diddy ne le libère enfin en 2012. Mais comme pour Craig Mack, il était déjà trop tard, et Mace n'a jamais pu atteindre le succès qu'il avait connu auparavant. En 1998, un nouvel artiste nommé Shyne a signé avec Bad Boy Records et était censé devenir la prochaine superstar du label. Mais comme si Bad Boy Records était maudit, sa carrière a également connu une fin abrupte. Shyne travaillait sur son premier album depuis plus d'un an, lorsqu'il l'a finalement terminé en décembre 1999. Pour fêter ça, Shyne est sorti avec Diddy, son garde du corps, et la petite amie de Diddy de l'époque, G-Lo, dans une boîte de nuit à Times Square. Dans la boîte de nuit, Diddy est accidentellement tombé sur un gangster nommé Scar, qui s'est immédiatement retourné et a commencé à crier et à menacer Diddy. Bien sûr, le garde du corps de Diddy et Shyne ont tenté d'intervenir, mais Scar a rapidement attrapé sa ceinture et aurait sorti une arme. À ce moment-là, plusieurs coups de feu ont retenti dans le club et 3 personnes ont été blessées. Une balle a même touché le visage d'une femme nommée Latanya Rubin. Elle sera à nouveau intéressante dans l'histoire dans un instant. Personne n'a été arrêté ce soir-là. Mais Scar sentit qu'il pouvait se faire beaucoup d'argent et alla voir la police le soir même pour dénoncer Diddy et Shyne. Un jour plus tard, tous deux étaient arrêtés et devaient répondre de leurs actes devant la justice. Diddy avait les meilleurs avocats du pays, tandis que Shyne était représenté par des avocats ordinaires. De plus, Diddy aurait soudoyé des témoins pour qu'ils fassent de faux témoignages au tribunal et aurait fait disparaître la vidéo de surveillance du club. Au tribunal, il a alors déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la situation. Et comme Diddy avait fait disparaître les preuves, celles-ci n'étaient pas suffisantes pour le condamner, il a donc été acquitté. Mais pour Shyne, tout était différent. Pour disculper Diddy, il a déclaré au tribunal qu'il n'avait tiré qu'une seule fois en l'air pour protéger Diddy. Cependant, il n'a touché personne, mais cela a suffi au jury. Et en 2001, Shyne a été condamné à 10 ans de prison, dont il a dû purger près de 9 ans. Le plus fou dans toute cette histoire, c'est que la femme, qui a reçu une balle dans le visage, a également témoigné devant le tribunal. Elle a également affirmé que Shyne n'avait tiré qu'en l'air et n'avait blessé personne. Cependant, elle était fermement convaincue d'avoir clairement vu que c'était Diddy qui lui avait tiré dessus. Elle a même réitéré cette accusation il y a quelques mois, 25 ans plus tard. Puffy, pew me in the face. They all knew he did it. Everybody knew he did it. But he paid off the club bouncer named Sharice and the club owners with their video to hide the video. Cette déclaration pourrait en effet être vraie, puisqu'une balle a été retrouvée dans sa tête lors de l'opération d'urgence qui ne correspondait pas à l'arme utilisée par Shyne. Mais cela ne semblait pas non plus constituer une preuve suffisante, et Diddy a donc pu continuer à vivre sans conséquence. En 2004, Shyne a accordé une interview pendant son séjour en prison, dans laquelle il a clairement déclaré que Diddy l'avait sacrifié pour se sauver lui-même. Like, how do you call a witness to testify against your comrade? You don't have to hold my hand, you don't have to do nothing, but don't try to hurt me. Et cette accusation a également été confirmée par l'ancien garde du corps de Diddy. Il affirme également que Diddy a payé des témoins pour qu'ils rejettent la faute sur Shyne. The reason they got off was people was coming to Bad Boy Security and said that they were there. And some of those people who were making statements, they was making statements against Shyne. Bien sûr, Diddy a nié toutes les accusations portées contre lui. I did not force anybody or tell anybody to say anything that would damage or hurt Shyne's case. I just wouldn't do that. Mais bien que Diddy affirme à plusieurs reprises son innocence face à toutes les accusations, il y a encore un certain nombre d'artistes qui ont eu des différends avec lui. Par exemple, Delox, qui a signé un contrat avec Diddy au milieu des années 90 alors qu'il n'était qu'un adolescent, tout comme de nombreux autres artistes de Bad Boy Records. À partir de 1999, Delox était mécontent du travail du label et voulait mettre fin à son contrat avec Diddy afin de signer avec Ruff Ryders. Mais même après des négociations difficiles, Diddy ne voulait tout simplement pas les laisser partir. Delox a même lancé sa propre campagne pour se libérer du contrat. Let the Locks Go. Ils ont commencé à porter des t-shirts avec le slogan, ont commencé à se moquer de Diddy et ont même eu une petite altercation en direct à la radio, jusqu'à ce que Diddy les laisse finalement partir après presque 10 ans.
and you know that, so don't get on the radio and act like a tough guy or none of that. Y'all ain't want to be down with Bad Boy, so we let y'all go. Y'all want to be down with us, we let y'all go, we keep it moving. L'une de mes émissions préférées avec Diddy, qui m'a beaucoup diverti à l'époque, était Making the Band, une émission de casting dans laquelle Diddy a formé un groupe d'artistes underground de toute l'Amérique qui a d'abord connu un grand succès. Mais selon presque tous les membres du groupe, ils étaient très mal payés car ils avaient tous reçu un mauvais contrat dans lequel ils renonçaient tous à leurs droits pendant 20 ans pour un montant ridicule de $7 500 qu'ils devaient ensuite partager en 6, alors que Diddy a réalisé un bénéfice de $43 millions en une seule saison. Made over $43 million on the second season alone. I was like, what Get the fuck out of here. 6 members, we split $7,500. That shit made me hate that. On pourrait dire que Diddy est un homme d'affaires, pur et dur, et les artistes eux-mêmes sont à blâmer s'ils signent un contrat comme celui-là. Mais la plupart des membres de The Band étaient également très jeunes, comme Chapa Sidi, qui n'avait même pas 18 ans lorsqu'il a signé son contrat. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que Diddy sélectionne délibérément de jeunes artistes qui peuvent être plus facilement exploités. Mais même si j'ai maintenant parlé pendant une demi-heure des machinations de Diddy dans l'industrie de la musique, il y a encore un tout autre aspect de Diddy qui s'est produit loin des yeux du public et qui a récemment été de plus en plus mis en lumière. C'est pourquoi, dans la deuxième partie, nous examinerons toutes les accusations portées contre Diddy, qui ont même conduit certains à le comparer à Epstein. Et je peux déjà vous dire que ce n'est pas pour les âmes sensibles, alors n'oubliez pas de vous abonner. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Les rumeurs sont-elles inventées ou y a-t-il du vrai? N'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. God.